Donc, rebonjour tout le monde. Rebienvenue dans notre cours de 420 B35 Aéro. On commence aujourd'hui avec la correction de notre petit exercice avec lequel on s'était laissé la dernière fois. Donc, on voulait prendre en considération les différents éléments de props, de gestion de tableau et de conditionnel pour être capable de construire une application qui affichait des quotes de manière encore plus fancy qu'il faisait auparavant. Fait que on se prépare, on avait notre application ici qui était déjà un peu construite, donc je vais partir de qu'est-ce qu'on avait la semaine passée, donc une application principale qui a un component qui est dans un autre fichier qu'on a appelé random quote, puis lui a une gestion automatique des quotes à l'intérieur. Donc, je veux partir ça, voir que tout fonctionne. On a ici l'adresse qu'on peut ouvrir dans un browser à côté. Comme ça, on va être prête. J'ai fait quelque chose qui a cassé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait qui a cassé des choses? Je ne suis pas sauvegardé depuis que j'ai fait des petits changements. C'est certain. Ok, oui. J'avais ça qui est moi qui jouais tantôt dedans. Ok. Hop, hop. Non. Hop, hop, hop. OK. Donc, on met ça de côté. Ça, c'est où on était en ce moment, là, avec nos 3 quotes à l'intérieur de notre application. Fait que nous, on voulait faire en sorte que le component qui affiche les quotes peut recevoir le quote avec des props à la place de juste être capable de travailler directement. Donc, ici, on a Moi, Oui? votre écran. Est-ce qu'on voit pas votre écran, je pense? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui voient mon écran en ce moment? Non, Oui, on je le pas voit. entre moi. Ah, ok. Fait qu'au pire, Josie, je sais pas si tu quittes puis tu rejoins, ça va réapparaître. Ah, ben, je vais faire ça. Ok. Donc, on avait le principe on a le random quote qui est déjà présent, mais là, on se disait, on avait des informations, puis on a ça dans un P. Nous autres, on voudrait avoir quelque chose qui est plus dynamique, hein, pour être capable d'être plus versatile. Peut-être que je veux faire pas juste des quotes du quotes.json, parce que moi, je veux moi-même faire mon propre quote. Fait que je vais commencer en me disant, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler quote.jsx. Puis à l'intérieur, je vais sensiblement essayer de construire ça, mais avec une version qui va recevoir des props à la place de en avoir un de manière aléatoire. Fait que le principe, c'est que je ne devrais pas avoir besoin de notre importation. Je ne devrais pas avoir besoin de... je voudrais que je mette le bon nom. OK? Je n'ai pas besoin d'avoir des choses qui sont aléatoires. Là, j'ai quand même le P que je veux, le nom du quote, puis le nom d'auteur. Mais là, ça ne va pas venir de quote. Ça va pas venir de mon tableau. Ça va venir de props que je vais vouloir utiliser. Est-ce que la situation est maintenant réparée, José? Est-ce que tu me vois Ouais, mais. le beau micro? Oh. C'est bon. Excellent.
Fait que on veut avoir des props. Pour travailler avec des props, ça se fait en 2 étapes pour voir que ça fonctionne. Le premier, c'est une des 2 étapes, c'est de recevoir les dites props. Donc, pour recevoir les props, on avait vu qu'on avait une manière facile de faire avec les paramètres d'entrée du component. Donc, je peux ici avoir le quote et l'auteur. Puis, ça devient des informations que je peux utiliser comme si c'était des paramètres d'entrée, des variables. Fait que là, on a un peu la même version qu'on avait auparavant avec dans un paragraphe, on a le quote, on a l'auteur, mais là, ça vient des informations ici. Fait que là, je veux tester ça pour être capable de bien voir que ça fonctionne. Fait que je peux revenir dans mon application principale. J'ai 3 random quotes en ce moment. Moi, je peux m'en faire un de manière complètement manuelle. Fait que j'ai un quote à l'intérieur, mais là, la problématique, ça ne marchera pas parce qu'il manque des informations. Quand j'utilise un component qui a besoin d'avoir des props, ben là, c'est à moi d'envoyer ces props-là comme des propriétés de d'autres tags. Fait qu'il faut que j'aille l'auteur. Il faut que je sois capable d'écrire auteur correctement. Il faudrait aussi que je l'importe. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand dans Visual Studio Code, quand il est conscient et que toutes les choses sont importées, il va être capable de voir c'est quoi les choses. OK? Fait que, on peut dire que c'est Hugo, qui est l'auteur, puis le quote. On va faire ça sur différentes lignes pour que ce soit le plus visible possible. Fait que je vais mettre ici le quote, puis je vais dire pour commencer, on commence. Ça sonne comme un excellent quote. Donc, on peut voir ici qu'avec cette information-là, on a notre quote qui reçoit les différentes props, puis qui va les mettre à l'intérieur pour les utiliser. Là, une fois qu'on a ce principe-là, en fait, je pourrais ici utiliser, puisque je suis en train d'utiliser 2 fois comme le même formatage, là, je pourrais décider de dire, OK, à la place que ça return un P avec les éléments à l'intérieur, je peux dire, ça va me retourner. Wow. J'ai dit, ça va me retourner un quote avec comme auteur. L'auteur. Puis comme quote, ça va me retourner à partir de quote. Et là, j'ai plus besoin d'avoir cette version-là. Par exemple, il faut que j'importe. Et là, que j'ai fait de pas correct, j'ai pas mis d'accolade ici. Et là, le principe, c'est qu'on peut voir que ça continue de fonctionner. Puis on a en ce moment comme la même information qui est renvoyée, mais là, on a juste un endroit dans le quote où c'est qu'on a de l'affichage. Parce que là, j'ai juste mis ça dans un paragraphe avec un tiret, là, mais on pourrait avoir des choses fancy, où c'est que l'auteur est en bas à droite avec du dégradé. Là, je ne suis pas un maître de CSS, là. Fait que, mais on peut comprendre le principe derrière. Fait qu'on a notre première option qui s'en vient avec ça. Donc, on a modifié pour être capable d'afficher le quote en recevant l'auteur. On va aller voir comment est-ce qu'on fait pour afficher les 3 quotes en créant un tableau de quotes. Donc, si on retourne dans notre élément principal,
Donc, on avait vu que, là, on a 3 random quotes. Donc, re-bienvenue avec cette interruption spontanée de hier à notre correction de l'exercice avec lequel on s'était laissé. Donc, on voulait travailler sur notre application qui nous permet d'avoir des quotes. Puis, on veut avoir à l'intérieur de cette fonctionnalité-là la possibilité de prendre des quotes puis avoir des quotes qui sont de notre propre cru. Donc, on voulait commencer avec un premier, puis ça, on l'avait déjà fait, avoir un component à part qui allait avoir différents props. On va voir qu'il y en a un de plus, on va en jaser dans un instant. Avoir différents props, puis être capable de travailler avec celui-ci. On avait ensuite la deuxième chose qu'on voulait faire, c'était de construire un tableau de quotes. Donc ça ici, pour être capable de faire le tableau, donc avant, ce qu'on avait, c'est 3 appels individuels, là, où c'est qu'on appelait les random quotes à l'intérieur. Mais là, ici, ce qu'on a fait à la place, c'est de se construire un tableau. OK? Puis là, ici, le but, c'est qu'on va utiliser ultimement la fonction map. OK? Qui va me permettre de transformer le tableau en qu'est-ce que je veux. Puis là, ici, j'ai un peu été par une manière un peu détournée là, de créer un tableau d'une taille connue. Donc ici, j'ai créé un tableau de 3 cases. Par défaut, quand on crée un tableau d'une certaine taille, il n'y a quand même pas d'informations dans les différentes cases. Fait qu'ensuite, j'ai utilisé une deuxième méthode qui m'a permis de créer un tableau qui va être de 3 valeurs de 0. Donc ici, je crée un tableau, puis à l'intérieur, il n'y a rien dans les cases. Donc je représente ça par ici des underscores. Là. OK? Puis après ça, je construis le tableau, puis je dis, OK, ben, à la place d'être rien, je vais mettre la valeur 0 à l'intérieur, juste pour qu'il y ait quelque chose. Donc, on crée un tableau de 3 cases, mais les cases sont vides. On remplit toutes les cases avec la valeur 0. Fait qu'on a un tableau de 3 0 à l'intérieur. Une fois qu'on a ce tableau-là, là, c'est là que je vais utiliser ma méthode map qu'on avait vue ensemble. Donc, le but de map, c'est de prendre un tableau, de travailler sur chacune de ces cases, de transformer le résultat, transformer chacune des cases, puis d'avoir un tableau résultant qui va avoir le même nombre de cases que le tableau initial. Fait que, habituellement, la fonction map, si... on va retourner la voir. On va aller voir, c'est... et on revient ici. Hein, donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'on peut avoir un tableau. Puis, quand on a un tableau, de ce tableau-là, je peux appeler la méthode map. Puis là, il faut que je lui fournisse une fonction. Hein, on avait vu les fonctions fléchées qui me permettent de donner une fonction comme paramètre. Puis là, je disais, ben, tu peux prendre le paramètre d'entrée, puis être capable de ressortir pour chaque paramètre d'entrée, qui va être chacune des cases initiales, retourne-moi le x fois 2. Donc ici, ce map-là crée un nouveau tableau qui va avoir le double de chacune des cases. Hein, donc on a le résultat ici. Là, par contre, nous autres, on fait des choses un petit peu plus funky que ça, parce qu'on n'a pas vraiment besoin des valeurs dans notre tableau. Nous autres, on voulait juste un tableau qui ait des affaires directement dedans. Fait que dans le map, je pourrais avoir une version qui n'a pas rien comme paramètre d'entrée. Je n'utiliserai pas le paramètre d'entrée, mais ce que je retourne, c'est juste un random quote. Fait que en sortant de celui-là, je vais avoir en fait un tableau qui, à l'intérieur, je vais avoir 3 random quotes. OK, donc c'est ça que le map nous permet de faire ici.
Mais là, par contre, il y a un élément additionnel. Donc, on avait jasé que quand on travaillait avec des tableaux qu'on voulait afficher en React, React nous demandait d'avoir quelque chose qui s'appelle une clé qui me permet de identifier de manière unique chacun des éléments. Donc, pour avoir une identification, ben ici, on a déjà un tableau. Là, okay? Le tableau a déjà des cases, puis les cases sont déjà numérotées. Hein? La première case, c'est la case 0, après ça, la case 1, après ça, la case 2. Comme ça qu'on compte en informatique. Fait que ça serait intéressant de juste savoir je suis à quel numéro de case, puis de pouvoir donner ça comme clé pour être capable de travailler avec ça. Fait que là, c'est là qu'on va retourner voir notre gentil map. Puis celui-ci, quand on va regarder la définition de sa fonction ici de callback. Fait que si on regarde ici, là, on a le map, on a la fonction de callback. Puis dans la fonction de callback, ça nous dit, OK, la fonction de callback peut avoir les paramètres suivants. Hein, parce qu'en JavaScript, tu peux en avoir moins, plus, c'est très versatile. Si tu ne les utilises pas, c'est pas un problème. Fait que tu peux avoir le premier qui serait l'élément. Hein, donc, c'est ça qu'on avait vu dans l'exemple. J'ai une fonction fléchée, ça a un seul paramètre. Si c'est un seul paramètre, ça va être dans le premier dans la liste. Puis c'est l'élément sur lequel on va travailler. Mais si on regarde, on a un deuxième élément possible, qui est l'index. Puis l'index, ben, c'est l'index de la case, hein, le numéro de la case de mon tableau. Fait que moi, c'est ça que je veux utiliser de mon côté. Fait que je ne veux pas vraiment le premier paramètre, mais je veux le deuxième. Fait que on a la possibilité de représenter ça quand on travaille en JavaScript. Donc, à l'intérieur de ma fonction fléchée, la liste de paramètres, j'ai le premier paramètre que j'utilise un tiret bas. Donc, le tiret bas, c'est dire, je sais que c'est là, mais je ne veux pas vraiment l'utiliser, fait que mets-les dans le vide, ça ne sera pas nécessaire de rien faire avec ça. Puis, comme deuxième paramètre, j'ai juste mis un i pour index que je vais pouvoir utiliser. Fait que quand je retourne le random quote, je peux mettre le key à l'intérieur pour être capable de fournir cette information-là comme on a besoin. OK? Et ça, c'était notre deuxième contrainte. La troisième, c'était d'avoir la possibilité que le texte qui représente le nom d'auteur soit en gras si c'était l'auteur le plus populaire. Fait que pour être capable de faire ça, il fallait voir comment discerner les différentes informations. On essaye de découpler les choses le plus possible. Fait que ici, j'ai mis dans ma fonction quote un mode auteur qui me permet de savoir est-ce que c'est cela que je veux. Puis en fait, je suis en train d'y repenser à l'instant, là, mais ça pourrait juste être une fonction. Est-ce que j'ai besoin que ce soit bold? Ah, ça serait bien plus simple. Fait que ici, j'ai une option. Est-ce que j'ai besoin que ce soit bold? Si ça a besoin que ce soit bold, ben ça va le mettre bold. Sinon, ça va juste être la version standard. Fait que ici, on utilise une conditionnelle. Je me suis fait une variable que j'avais juste le nom d'auteur par défaut, mais qui change pour se mettre en bold si on a besoin de cette fonctionnalité-là. Puis après ça, j'utilise cette variable-là modifiée, soit que c'est l'auteur direct, soit que c'est le bold. Ça va bien. Fait que si je veux le tester, je peux ici avoir comme exemple bold, puis là, je peux avoir une valeur true à l'intérieur qui va faire en sorte que ça ici, ça va le générer. Et là, après ça, pour les random quotes, ben là, il va falloir que je trouve c'est quoi l'auteur, puis que je décide est-ce que c'est celui-là que je recherche. Fait que là, ici, je voulais trouver c'était quoi la valeur la plus populaire qui existe.
Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le mode en mathématiques, en statistique. Fait que des fois, tu cherches quelque chose puis tu sais pas trop comment le trouver. Hein? Fait que on peut aller sur nos amis sur Stack Overflow, hein, qui vont être capables de nous trouver les informations. Puis aussi, on va essayer quelque chose. On va voir si tout fonctionne correctement. De ce côté-là. Ah non, ChatGPT ne veut pas s'ouvrir aujourd'hui. Fait qu'on ne pourra pas checker avec lui non plus. Mais pour ce genre de petites fonctionnalités-là, hein, il y a toujours une manière d'aller chercher l'information de manière facile et versatile. Donc, on peut voir ici, le principe, c'est que ça trouve le mode à partir d'un tableau. Si je regarde comment lui utilise la fonction, c'est qu'il y a une liste de différentes valeurs, puis il va retourner la valeur qui est la plus populaire. OK? Fait qu'on peut voir ici que ça fait un tri en utilisant juste certaines tailles d'éléments. Donc, c'est comme ça qu'il réussit à faire. C'est pas quelque chose que j'ai besoin de retrouver nécessairement. Mais je peux voir que dans la fonction, comme on l'appelle, on a besoin d'un tableau de juste les valeurs que je recherche. OK? Puis là, moi, mon tableau de quotes, la problématique, c'est que c'est un tableau d'objets, hein, qui a plusieurs différents éléments à l'intérieur. Fait qu'il faut que je fasse un petit peu de magie. Fait que je me suis créé une constante qui est l'auteur, le mode de l'auteur. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'utilise mode, mais là, le tableau que j'y envoie, je prends le quotes, hein, qui est mon tableau d'objets, je fais un map, puis là, je dis pour chaque quote, je vais juste me retourner l'auteur. Fait que cette partie-là ici me crée un tableau qui va juste avoir les noms d'auteurs. Puis là, le mode va prendre ce tableau de noms d'auteurs-là, va trouver l'auteur le plus populaire, puis va me mettre ça dans une variable intermédiaire. Puis là, à partir de là, ben, je peux décider est-ce que c'est bold si le mode auteur est égal à l'auteur. Donc, si c'est qu'est-ce que j'ai besoin, ça ici, ça va générer directement un vrai ou un faux. On a ici le triple égal pour s'assurer que les deux soient des chaînes de caractères au cas où il y a quelque chose de vraiment funky qui se passe. Et avec ça, on a réglé tous nos différents problèmes avec qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on avait des questions, interrogations sur qu'est-ce qui se passe avec ça? Ou on est bon, on est beau, ça va bien. On a des thumbs up. On a des thumbs down. On a des thumbs, je sais pas. OK. Ah, OK. Ben, attends, cadon, toi. J'ai réussi à le rouvrir. Fait que, on va le tester aussi. Hein, parce que ça devient un outil qu'il faut commencer à regarder. Fait que, on a notre ami ChatGPT. OK. Puis, à l'intérieur de celui-là, on a besoin de lui fournir, hein, un prompt quelconque. Fait que tu peux même y donner, hein, des prompts en français. Tu n'es même pas obligé de donner des prompts en anglais. Fait que je peux lui dire des choses comme écris moi une fonction en JavaScript qui trouve le mode d'un tableau de chaîne de caractères. On va voir ensemble. Est-ce que ça donne la chose qu'on veut? Fait que si on peut voir ici qu'il comprend que c'est l'élément le trouver mode, ok, ouais. Fait que tu vois, lui, il fait une variation où c'est que il va essayer de voir le nombre d'éléments, trouver un tableau, puis retrouver, hein, le nombre d'éléments à l'intérieur. Fait que il a réussi à trouver ça, là. OK. Fait qu'on peut voir ici le nombre, le mode qui est l'élément. Si c'est celui-là qui est le plus grand, OK, il le retrouve avec
un petit test pour le trouver. Fait que ça permet de le trouver. Il a réussi à faire les choses, mais on peut voir ici que des fois, il y a du monde qui ont pensé un petit peu plus longtemps pour être capable de trouver qu'est-ce qui se passe. Des fois, hein, en passant avec ces différents AI-là, tu peux même leur demander d'être plus smart que ça. Fait que tu peux dire fait que donne-moi en une, mais qui va être capable de le faire plus rapidement ou avec moins de code. Fait que là, tu peux voir qu'il va aller chercher d'autres variations. Des fois, ça te permet d'avoir des différentes affaires. Puis ça te permet aussi d'apprendre souvent. Moi, je le vois comme un tremplin vers autre chose. Okay? Parce que là, ça dit, OK, ben ça l'a utilisé Reduce. OK? Puis là, t'es comme, mais c'est quoi Reduce? C'est quoi Entries? Puis là, tu peux aller chercher c'est quoi ces différentes fonctions-là pour être capable de trouver qu'est-ce qui se passe avec ces éléments-là. Tu trouves d'autres choses, c'est pas grave, blablabla. Continue à parler. Oui. Merci, ChatGPT. Et bonne journée à toi. Donc, on a la solution de notre problème avec nos différentes variations qui nous permet d'avoir... Là, si je repars, je peux aller dans... Ici. On va le repartir. Et on est capable d'aller voir. Et... Ah, j'ai pas fait... Et voilà. Fait qu'on peut voir ici le principe. J'ai le mien que j'ai testé, puis après ça, j'en ai 3. OK? Puis, je pourrais me demander c'est quoi peut-être hein, le mode auteur. Fait que je pourrais même juste voir est-ce que c'est quoi le c'est quoi le résultat, juste pour voir est-ce que ça existe. Ici, je l'ai mis directement à l'intérieur d'un élément qui n'est même pas. Attends, on va juste le mettre. On voit ici que c'est Maya Angelou qui apparaît 3 fois, juste pour savoir c'était quoi. Puis là, je pourrais rafraîchir en espérant voir Maya Angelou à m'emmener. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre si on... Hey, on l'a ici. Puis là, on peut voir que celle-là fonctionne parce que c'est la plus populaire, celle-là qui a le mode à l'intérieur. Fait qu'on est bon avec ça, on est content. On peut passer à nos autres sujets de la journée. Donc aujourd'hui, on va aller regarder comment travailler avec l'interactivité dans nos environnements de React. Donc, on s'en va travailler sur ce module-là de Adding Interactivity, puis on va aller voir les 4 premiers éléments pour être capable de comprendre comment rajouter des événements, comment répondre à ces événements-là, puis comment avoir des informations dynamiques à l'intérieur de mon programme. Fait que comme d'habitude, on va passer au travers les différents tutoriels officiels. À chacune des fins de ces tutoriels-là, il va y avoir des exercices que vous pouvez faire pour consolider vos connaissances. Puis là, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Il va y avoir un exercice évalué. Donc, c'est le même principe. On continue notre petite application de quotes, mais cette fois-ci, on va le faire avec GitHub Classroom. Puis, vous allez devoir déposer votre version résultante
pour qu'elle soit évaluée par moi. Parfait. Fait qu'on va aller avec le début. Donc, on va vouloir ajouter de l'interactivité dans nos programmes web. Donc, pour que ça devienne des applications. Donc, on va commencer en regardant comment fonctionnent des événements. Mais, premièrement, j'ai une intervention de Zacharia. Oui, par rapport au dépôt du laboratoire, ils doivent être faits aujourd'hui. Non, on va se donner une bonne semaine et quelques. La Ah, date ok. n'est pas quelque chose qui est très, Ok, très dur, mettons. Là. Je veux ok, juste que ça parfait. soit fait. Ouais, ouais. Bien sûr. All right. Excellent. Donc, on s'en va avec les événements. Donc, on va rajouter le principe des connaissances de comment travailler avec des gestionnaires d'événements ou en anglais, ce qu'on appelle des event handlers. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir une fonction qui va être comme à part. Puis, quand on paye sur un bouton ou quand il se passe quelque chose, cette fonction-là va être activée quand il va y avoir l'événement auquel il va être attaché. Cliquer sur un bouton, passer sa souris quelque part, changer le texte dans une saisie, des choses comme ça. Fait que, on commence, puis on a le principe de j'ai un bouton. OK? Donc, un bouton, puis quand tu cliques sur le bouton, en ce moment, il se passe rien pantoute. Fait que là, on veut rajouter le code autour de ça qui va nous permettre de faire quelque chose. Fait que, il va devoir, premièrement, avoir une fonction de gestion, okay? Ce qu'on appelle un handler en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me décrire une fonction. Puis là, le principe, c'est qu'on veut habituellement que les choses existent dans un endroit qui est proche de où ça va être utilisé. Donc, la fonction, j'aurais pu la faire à part, j'aurais pu la faire dans un autre fichier, j'aurais pu l'importer. OK, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais quand on a besoin de juste un petit handler qui fait une petite action par rapport à un bouton, par rapport à un contrôle quelconque, je vais l'avoir à l'intérieur proche de où je l'utilise. Fait que je peux déclarer une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Cette fonction-là va seulement être disponible comme élément. On se souvient que le principe de fonction, c'est quelque chose de très comme versatile en JavaScript parce que j'aurais pu très bien avoir une fonction qui est en fait une fonction fléchée, hein, qui est juste une variable, puis ça fait le même principe. Là, hein. Donc, que j'écrive le mot function à l'intérieur de mon bloc de code d'une fonction, c'est juste de déclarer quelque chose à ce moment-là pour que ça soit utilisé de manière locale. Fait que, ensuite, on regarde qu'est-ce que la fonction a fait. Elle va faire un appel à alert, okay, qui me permet de voir une boîte modale apparaître. Là. C'est une fonction du navigateur, du browser. Puis, ça va être marqué You click me. OK, parfait. Puis là, ensuite, on va voir qu'à l'intérieur du bouton, on va avoir le onClick qui va être disponible, puis qui va faire un lien vers la fonction que j'ai faite. Donc, en HTML standard, on va voir que la syntaxe n'est pas pareille. Donc, il va falloir faire attention quand on utilise React. Mais maintenant, quand je clique sur le bouton, je peux voir que la page a généré cette activation de fonction-là. J'ai eu le résultat espéré. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va être capable de travailler avec ces différentes fonctionnalités-là, puis voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça avec ce que nous, on connaît en React aussi. Première chose, c'est que on a avec les différents boutons, ou en fait avec les différents contrôles, on va avoir différents événements. OK? Donc, on a ici le onClick, on a des onChange, on a plein de types d'événements qui existent. Donc, si vous n'avez pas fait le tour, ici, on a des événements HTML. Putain, si on fait MDN, DOM, Events, peux-tu nous dire c'est quoi la liste que je recherche? Non plus.
va être bien. Et, fait que ici, on a le click qui est possible. On a le change. On a le hover quelque part là-dedans, dans les H, sûrement, le focus. Donc, il y a plein d'événements possibles, okay, qui peuvent se passer dans une application web. Puis le principe, c'est qu'habituellement, en HTML, on peut avoir le on, puis là, le nom de l'événement. Fait que on click, on change, on hover. Puis là, après ça, on a l'appel de ce que je recherche en tant que chaîne des caractères. Là, il faut faire attention, ça c'est la version HTML de la chose. Là, nous autres, si on regarde dans notre version React, si on regarde le onClick, premièrement, le onClick a changé de nom un petit peu. C'est plus onClick en un seul mot. On a du camel case, fait que c'est on avec un C majuscule pour le clic. Puis après ça, ce que je donne, c'est une référence à la fonction. Je ne fais pas un appel. Hein, je ne fais pas ici un appel de la fonction. Parce que là, ici, on peut voir que ça va devenir problématique. Ça l'apparaît tout le temps. OK, fait que je veux juste, quand je clique, quand on a les parenthèses, ça cause des problèmes. Autre chose qui est intéressant, c'est que ici, j'ai la fonction de gestion, le handler, mais on a vu que je peux être capable de changer, puis ici, je vais la resetter pour que ça devienne la fonction. Je peux prendre ce bout de code-là parce que c'est une expression, puis être capable d'aller l'écrire quelque part d'autre. Fait que ici, j'ai juste un nom que j'utilise juste une fois. C'est comme une variable intermédiaire. Fait que ce que je peux faire, c'est directement dans le bouton, je peux le mettre directement dans l'on qui est capable d'avoir une référence. Je peux dire, ben, voici la référence, c'est directement la fonction. OK, puis là, je peux essayer de remanier, mais le click me marche encore. Là. OK? Et je peux changer le texte là, pour être certain que c'est le bon. C'est you click me 2. OK, c'est bien. Puis, si c'est une fonction, ça peut aussi être une fonction fléchée. Puis là, en fait, j'aurais plus besoin du nom intermédiaire. Fait une fonction fléchée qui a un code à l'intérieur puis qui s'exécute. Puis quand on a juste une commande, je pourrais directement la mettre, puis ce serait la commande qui serait retournée, mais qui ferait l'exécution quand même. Fait qu'ici, je peux avoir une version sans avoir le handle click du tout. Où j'ai, on va mettre 3, juste pour bien voir. Où c'est que j'ai l'événement, je l'ai avec une majuscule, puis là, il faut que je donne une référence à une fonction. Fait que je peux faire une fonction fléchée, puis à l'intérieur, je mets l'exécution que je veux. Si je veux avoir plus qu'une instruction, je mets des accolades pour être capable d'avoir plus qu'une instruction. Ici, il faut faire attention, ce n'est pas le alert tout seul. Là. Il faut que ce soit une fonction fléchée. Si on met le alert tout seul, toutes les choses vont commencer à casser. C'est pas ça qu'on veut. Fait que faut faire attention quand on travaille avec la version HTML, le onClick premièrement, quand on travaille avec la version React plutôt que HTML, le onClick a un C majuscule, puis on fait juste renvoyer une référence, on n'envoie pas un appel. OK, fait que celle-là, c'est la version pas correcte, il ne faut pas faire ça. Fait que même quand on l'utilise inline, on ne peut pas et on ne veut pas avoir juste un appel de directement quelque chose. Il va falloir avoir une fonction fléchée qui va envoyer une référence à une fonction. Donc, les raisons pour ça, c'est quand est-ce que le code est exécuté, puis quand est-ce qu'on va vouloir exécuter l'événement, c'est pas les mêmes moments. Fait que si on fait juste une instruction quelconque, ça va comme être exécuté directement quand il va passer par-dessus, s'il n'est pas ce qu'on veut. Fait que là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de mélanger ça avec qu'est-ce qu'on a vu avec
les props. Donc, on a la possibilité de prendre des informations, hein, puis d'être capable d'utiliser ça à l'intérieur de nos différentes fonctions de gestion. C'est pour ça que nos fonctions de gestion vont rester avec les affaires qu'on veut gérer, hein, qu'on veut handler. Fait que si j'ai un bouton qui fait un on-click, puis la fonction fait un alert, on a vu, puis qu'est-ce qu'on a comme alert? On a le contenu du message, hein, qui est le props qu'on a envoyé. Fait que ici, le principe, c'est que l'alerte va changer dépendamment de qu'est-ce que j'ai utilisé comme information que j'ai passé à mon alert button. Fait que j'ai mon premier alert button, puis là je peux voir ici j'ai mon toolbar qui a à l'intérieur 2 alert buttons, qui va avoir le message, puis qui va ensuite avoir le contenu, hein, parce qu'on se souvient qu'on avait la possibilité d'avoir des balises ouvrantes et fermantes. Si je mets des choses à l'intérieur de ça, ça va devenir ce qu'on appelle le children, l'enfant les informations comme sous notre élément, les informations enfants. Donc le children, le play movie, lui, va apparaître comme le contenu du bouton, fait que ça va devenir le texte. Mais quand je clique sur le alert button, il va faire apparaître le message. Donc quand je fais play movie, ça va me dire playing. Parce que c'est ce qui est envoyé. Puis quand j'ai upload image, ça va me dire uploading. Parce que c'est le message qui a été envoyé dans le bouton. Fait qu'on peut voir ici que dans les fonctions de gestion, on est capable d'aller travailler avec les props pour être capable d'avoir des éléments variants à l'intérieur de nos fonctions de gestion, nos handlers. Encore plus intéressant, on va pouvoir, puisque envoyer des props, hein, c'est envoyer n'importe quoi qui travaille en JavaScript, on va même pouvoir envoyer comme props une fonction qui va devoir être exécutée quand je clique dessus. Donc, ici, j'ai un deuxième exemple. Si je regarde, j'ai mon bouton. OK? Donc, le bouton a le children, ça va bien. Puis là, à l'intérieur du bouton, là, c'est un peu académique comme exemple. OK? Puis ça ne sert à rien d'avoir un bouton qui fait juste reprendre les informations, mais c'est juste pour démontrer la fonctionnalité. Puis, on a ici le principe de je reçois un on-click. Fait que là, ici, ça, c'est une variable qui va pouvoir être utilisée. Dans la variable, il va avoir une fonction, hein, parce qu'on a vu qu'on peut avoir des fonctions d'expression. C'est comme ça qu'on a les fonctions fléchées. Donc, on peut aller chercher ici dans le on-click. Ce on-click-là, c'est celui-là qu'on reçoit des props. Puis celui-là, ça c'est celui-là qui nous dit que voici la fonction de gestion, hein, qui fait partie du JSX du bouton. Donc, il faut faire attention, les on-clicks ils ont le même nom, là, mais c'est nous qui les relie ensemble. On pourrait avoir ici ça qui s'appelle patate, puis ça qui s'appelle patate. Hein, c'est comme ça qu'eux sont reliés. Lui, il est obligé de s'appeler on-click parce que ça fait partie des événements officiels qu'on a dans le DOM. Fait que là, une fois qu'on a ce bouton-là qui reçoit des on-click, il va falloir y envoyer un on-click. Fait que comment est-ce qu'on fait pour être capable de gérer ça? On peut soit appeler notre bouton puis là dire que le on-click, c'est quoi? C'est une fonction fléchée. Fait que cette fonction fléchée-là va être passée au on-click qui va être la fonction qui va être activée. Ou sinon, je peux aussi avoir une fonction intermédiaire que j'ai créée. Puis cette fonction intermédiaire-là que j'ai créée, je peux la passer en tant que référence au on-click qui va être activé plus tard. Fait que ici, on a comme les deux variations possibles, soit en ayant la fonction fléchée directement, soit en ayant la référence d'une autre fonction que j'écris quelque part d'autre. Fait que quand je clique dessus, je peux voir ici playing. Puis là, ici, je peux voir quand même que j'ai utilisé le prop qui m'envoie l'information. Et quand on clique sur Upload Image, on voit que ça dit Uploading. Donc, pourquoi est-ce que j'ai utilisé celui-là plutôt que celui-là dans un des deux? C'est
purement par décision arbitraire. OK? Je pourrais ici changer ça en oups. Je pourrais changer ça en fonction fléchée aussi, puis enlever cet élément-là. OK, ça ferait la même chose. Donc, si je réessaye, ça marche encore. Donc, ici, c'est juste pour démontrer les différentes façons de faire. C'est pas pour dire comme celui-là devrait être de même, celui-là devrait être de même. C'est vraiment juste pour avoir les deux, un à côté de l'autre. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Fait que ici, ça veut juste dire on peut l'appeler comme on veut. C'est ce qu'on a dit tantôt, ça va bien. Ça c'est bon. On peut en avoir plusieurs. Fait que si on a un autre exemple où je reçois plusieurs. Parce que ça, si on les nomme comme on veut, hein, ça veut dire qu'on peut recevoir plusieurs props. C'est pas obligé de s'appeler du même nom. Donc ici, j'ai un exemple où je crée une toolbar. La toolbar a les deux actions différentes. Puis là, ces deux actions-là vont recevoir les on-click des deux fonctions. Hein, puis ça va me permettre de garder la même fonctionnalité, playing, uploading, qui sont les deux alertes que j'ai faites séparément. Donc, tu peux envoyer des props. On sait qu'on est capable d'envoyer des props. On sait que dans des props, c'est juste des éléments de JavaScript. Donc, on a vu qu'on a des fonctions qui sont des expressions en JavaScript. Donc, je peux envoyer dans un props une fonction qui va pouvoir être activée durant un événement quelconque, comme le clic d'un bouton. On est capable de faire la propagation des événements. Donc, ça veut dire que quand on a un événement à l'intérieur parce qu'on sait que tout est à l'intérieur d'un arbre de différents composants dans le DOM tree. Donc, quand on travaille avec ça, ben, on est capable de dire, ben, lui, l'événement va être généré à l'élément le plus local, le plus spécifique, mais cet événement-là va remonter dans l'arbre puis va s'activer à tous les niveaux. Ce que ça veut dire que si je regarde ici, j'ai un div qui est un toolbar, puis le div a un onClick qui dit You've clicked the toolbar. Puis à l'intérieur, puis on l'a mis en gris juste pour que ça soit très clair. À l'intérieur de ce div-là, fait que premièrement, si je clique dans le div, on peut voir You've clicked the toolbar. OK? Mais à l'intérieur de ce div-là, on a des boutons qui, eux aussi, ont le onClick. Fait que si je clique à l'intérieur du bouton, ça marque Playing. Mais, puisque j'ai cliqué le bouton qui est à l'intérieur du div aussi, hein, l'événement continue puis il va comme se déclencher à tous les niveaux jusqu'à temps qu'il soit comme au bout de la page. Fait que ça dit que, hey, non, tu as aussi cliqué sur le toolbar. Même principe quand je clique sur Upload Image. Oui, j'ai l'élément le plus spécifique qui s'active, mais une fois que j'ai passé ce on-click-là, il remonte à son parent, puis il va aussi aller faire le on-click du div lui-même. Fait que faire attention quand on fait de la gestion d'événements, hein, de bien séparer nos séquences pour gérer ces éléments-là. On est capable d'arrêter cette propagation-là. Donc, quand on travaille avec les différentes fonctions, le principe, c'est que, mettons que j'ai le clic ici. J'ai le clic ici.
j'ai-tu les éléments à l'intérieur de mon event? C'est ici. Ouais, mais moi je veux... Là. Fait que le principe, c'est que quand on reçoit... quand on a une fonction qui gère un événement, cette fonction-là, OK, peut recevoir un paramètre qui va être l'événement lui-même. OK, fait qu'on a le onClick. Puis le onClick a un paramètre d'entrée. En fait, toutes les on quelque chose, là, ils ont tout le temps un paramètre d'entrée que tu peux utiliser. Si tu n'as pas besoin, hein, on fait comme on avait fait tantôt, c'est juste des parenthèses vides pour dire qu'on n'a rien. Mais on a la possibilité d'avoir un objet qui représente l'événement qui a été déclenché. Puis là, cet événement-là a différentes propriétés. OK? Fait que ça dit c'est quoi l'emplacement en XY, c'est quoi l'événement, c'est quoi la date, c'est quoi l'objet, c'est quoi le... Donc, il y a toutes les différentes propriétés possibles pour comme savoir est-ce que l'événement est important ou pas, si tu en as besoin. Puis, tu as aussi certaines méthodes que tu peux activer. Donc, il y en a deux, nous autres, qui vont être intéressantes. Un qui va être d'arrêter la propagation. Fait que ça va permettre d'arrêter la propagation dans l'arborescence pour ne pas avoir des comportements qu'on ne veut pas. Fait qu'ici, on a le même principe. Okay? On a notre div. Dans le div, on a les boutons. Dans les boutons, on a des onClick. Dans le div, on a un onClick. Mais là, maintenant, dans la fonction du bouton, j'ai un arrêt de la propagation. Fait que ça fait en sorte que si je clique dans la barre, normalement, ça marche. Ça va bien. Mais quand je clique sur le bouton, ça va exécuter ce bouton-là. Ce bouton-là dit oui, OK, exécute la fonction, mais arrête la propagation aussi. Fait que là, ça joue le mien, puis là, ça arrête la propagation, fait que ça ne remonte pas dans l'arbre, ça ne va pas faire le deuxième du div. Parfait. Il y a aussi la deuxième méthode qui peut être importante, ça va être quand on va travailler avec des formulaires. Donc, par défaut, avec les formulaires, quand ça a été créé, le principe, c'est que quand tu cliquais sur « Envoyer le formulaire », ça t'envoyait à une autre page. OK? Puis, il fallait que ça s'envoie à un serveur quelconque. Bien maintenant, avec le JavaScript, puis avec React, puis avec tout le dynamisme qu'on va voir, ça va souvent pas être la bonne option de changer de page. Fait que, par défaut, quand je clique sur Send, puis ça dit Submitting, puis là, ça m'envoie sur une autre page, ça rafraîchit la page. Là. Ce qui est problématique. Donc, ce que je peux faire, c'est une deuxième méthode. Donc, si on s'en va voir dans les méthodes, là, on avait Stop Propagation, mais on a aussi Prevent Default. Donc, Prevent Default va me permettre de canceller l'événement. Ça veut dire que l'action par défaut, qui serait de changer de page, ne sera pas activée. Okay, ici, encore une fois, même principe, on a le form, on a le onSubmit, on a notre fonction fléchée, mais là, puis on reçoit l'événement comme paramètre, puis là, comme élément additionnel, en plus de faire le submitting, on dit, fais un prevent default. Fait que là, quand je send, ça dit submitting, puis ça ne rafraîchit pas la page, ça garde le texte que j'ai déjà été cherché. Fait que on a le stop propagation, on a le prevent default, c'est les choses qu'on veut avoir. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on veut avoir. On va parler des side effects dans un instant. Fait que ça, c'est pas un problème. Fait que on a des choses dans, mettons, des boutons. On a le onClick qui me permet d'avoir une référence à une fonction. Ça peut être une fonction fléchée. Puis, si on a besoin, on peut arrêter la propagation ou prévenir les défauts à l'intérieur de ces événements-là. Encore une fois, on a des petits challenges que vous pouvez faire durant la partie d'exercice. Fait qu'on va tomber dans notre sujet principal de la journée, les états. Mais avant de faire ça, on va prendre une petite pause
Donc, on va revenir à 14h05 pour être capable d'aller regarder le state, comment garder des choses en mémoire dans une application interactive en React. Donc, pause, retour, 14h05. On est de retour. On est en train de regarder les components de React pour rajouter de l'interactivité. On vient de voir comment rajouter des event handlers, des gestionnaires d'événements. Là, on va aller regarder le principe de state, le principe d'état pour être capable de travailler avec la mémoire à l'intérieur d'un component et d'éléments interactifs. Donc, on pourrait penser, OK, ben, c'est pas un problème. J'ai juste à avoir différentes variables. Hein? Donc, ici, j'ai un exemple où j'ai un tableau de données, hein? Un peu comme qu'est-ce qu'on avait avec nos citations, hein? Un tableau de différents objets avec différentes valeurs à l'intérieur. Puis, je veux avoir des pages qui vont d'une page à l'autre. Fait que ici, le principe, c'est que je me dis, pas de problème. Hein? J'ai juste besoin de gérer l'index, que je commence à 0. Puis le principe, c'est que je peux avoir une fonction qui change l'index, puis qui travaille à gérer la bonne chose. Et là, la problématique, c'est que en React, ça c'est un des concepts très qui est pas clair immédiatement. Là. C'est qu'à l'intérieur de React, s'il y a des choses qui changent à cause de l'interactivité dans l'application, je ne peux pas utiliser des variables. Fait qu'ici, si je clique sur Next, OK, ça ne fait rien. Il ne se passe rien dans l'application. La variable est mise à jour, là, OK? Mais la problématique, c'est qu'on avait parlé que React travaille pour faire des mises à jour qui sont efficaces. Puis pour être capable de faire ça, il faut qu'il y ait un système pour savoir quand est-ce qu'il y a besoin de faire une mise à jour. Puis les variables, le changement d'une valeur d'une variable par défaut ne va pas déclencher une mise à jour. Okay? Ce qu'on appelle un render, un réaffichage. Fait que une des autres choses importantes à comprendre, c'est que les variables locales, s'il y a d'autres choses qui font rafraîchir la page, ils vont tous disparaître. Fait que d'avoir des éléments qui sont dynamiques par rapport à l'application va faire en sorte que ça va causer plein de problèmes à chaque fois que je clique sur quelque chose. Toutes les autres choses qui peuvent être cliquées perdent leur contenu, perdent leur compréhension. Puis, des changements de variables locales ne déclenchent pas de réaffichage. Fait que, il faut être capable de retenir l'information, puis il faut être capable de déclencher des renders quand on va changer cette valeur-là. Fait que le principe, c'est qu'on va avoir un hook, OK? Donc, le useState hook, puis on va en rejaser ici de qu'est-ce que c'est un hook, puis qu'est-ce que ça peut faire dans la vie, là. Mais ça va me fournir une fonctionnalité qui va être comme séparée pour résoudre les deux problèmes. Fait que ça va me permettre d'avoir une variable spéciale, okay, qui est une variable d'état, un state variable, qui va être persistante à travers la vie de l'application. Puis, ça va nous donner une deuxième chose, une fonction qui va me permettre de mettre à jour la variable. Donc, une fonction setter pour changer l'état, puis que ce changement d'état-là va déclencher un réaffichage. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour être capable d'ajouter une variable? Excellente question. La première chose, c'est que c'est une fonction qui n'est pas là par défaut. Il faut l'importer. Donc, le fait, c'est qu'on a déjà la librairie de React qui existe dans notre projet avec la gestion de notre build tool. Avec Vite, ça télécharge React puis c'est prêt à être utilisé. Mais il faut importer cette fonction-là pour être capable de l'utiliser. Fait que
au début d'un fichier où j'ai besoin d'utiliser du state, je vais faire l'importation de cette fonction-là de la librairie de React. Donc, on a déjà vu la syntaxe d'importation. Fait que là, ici, le from, par exemple, ce ne sera pas d'un fichier. En fait, ça va être d'un fichier, mais qui est caché dans les librairies qui sont disponibles. Puis, ça importe une fonction spécifique, parce que la librairie en a plusieurs. Donc, moi, je veux la fonction useState. On met des accolades quand on veut importer quelque chose de spécifique. Fait que, à la place d'avoir une variable directement, je vais avoir une constante qui va avoir deux informations à l'intérieur. OK, donc même si c'est une constante, là, les informations à l'intérieur vont pouvoir comme, être modifiées, c'est que c'est des références à d'autres choses pour... Il y a un peu de magie derrière. Là. Fait que ça nous donne deux éléments, OK, qui vont être créés par le useState, puis le useState va être avec une valeur initiale. Et ici, pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça? Là? C'est qu'on avait vu la déconstruction d'objets quand on faisait les fonctions. Là, c'est le même principe avec la déconstruction de tableau. OK? Donc, ici, quand je crée un tableau, on va mettre ça plus grand pour qu'on puisse mieux voir. Quand je crée un tableau, je peux prendre ce tableau-là, puis à la place de devoir l'écrire manuellement, là, comme on aurait le résultat ici de j'ai besoin de deux variables différentes qui vont prendre chacune des valeurs, ben, je peux directement dire je crée des variables. Avec les variables, je veux prendre les résultats du tableau, puis je veux que la première valeur du tableau soit ici, la deuxième valeur du tableau soit ici. C'est juste un raccourci syntaxique pour ne pas avoir à écrire ces lignes-là de plus. Donc, c'est ça qui se passe ici. Le useState retourne un tableau avec deux éléments. Fait que le premier élément, ça va être l'index qui va être la variable d'état. Puis le setIndex, c'est moi en passant qui décide de ces noms-là. Là. Donc, habituellement, je donne un nom de variable qui va être la variable d'état. Puis après ça, je prends le même nom de variable, mais je le préfixe de set pour me souvenir que c'est la fonction qui va me permettre de changer l'état. Fait que une fois que j'ai cette fonctionnalité-là, quand je vais vouloir lire l'information, je peux juste directement utiliser index. Mais quand je vais vouloir modifier l'information, là, ça va être à moi d'utiliser le setIndex à la place. Fait que dans l'exemple que j'avais, dans la fonction de gestion, à la place de faire juste index est égal à index plus 1, je vais devoir faire un setIndex avec index plus 1 à l'intérieur. Fait qu'ici, on a la modification de ça. Donc, on peut voir ici, j'ai maintenant l'importation du useState. J'ai maintenant la déclaration d'un état. Donc, si j'ai besoin de plus qu'une variable d'état, je peux avoir plusieurs déclarations de useState dans le besoin. Il y en a juste un. Mais ça, c'est comme pour chaque variable, j'ai besoin de faire cette déclaration-là. Quand je veux utiliser l'index, je l'utilise directement, donc ça, c'est pas un problème. Puis quand je veux le modifier, ben, je peux modifier avec le setIndex. Puis là, quand je clique sur le bouton Next, magie, quand j'ai cliqué, ça a modifié l'état, ce qui a déclenché un nouvel affichage, un re-render. Fait qu'à ce moment-là, il a regardé la valeur de l'index qui avait changé. Donc, le contenu a été changé par la suite. Puis, ça me donne la possibilité d'avancer. Ici, en passant, si je m'en vais sur le Next, il est comme fuck, on a dépassé, puis là, ça crée un problème. Là. On réglera ça en temps et lieu. Fait que le principe, c'est qu'avec React, on a des fonctions spéciales qui s'appellent des hooks. Okay? Donc, des crochets pour s'accrocher à des différents éléments, différents concepts. Toutes ces fonctions-là commencent avec use quelque chose. Okay? Fait qu'en ce moment, on a le use state qui me permet d'avoir de l'état, mais il y a des use effects, il y a des use ref, il y a une couple de use qui existent à l'intérieur. Si on regarde ici dans la référence, si on regarde les différents hooks,
Hein, on a use callback, context, layout, memo, reducer, ref, state, OK, et ainsi de suite. Fait qu'il y en a une couple. Mais celui qui est le plus utilisé là, à 90% du temps, c'est le use state. Fait que c'est vraiment celui-là sur lequel on va s'attarder. Fait que quelque chose d'important, c'est que les fonctions de hooks, ces fonctions avec use, peuvent seulement être utilisées, OK, au top de mes components. Donc, ça doit être les premières instructions. Ça se peut qu'il y ait plusieurs use un après l'autre, là. Mais je ne peux pas les déclarer plus tard, après des if, après dans des loops, juste avant le return. Donc, c'est un peu des déclarations top level qu'on doit faire avant le reste. Parce que sinon, lui, il faut qu'il sache d'avance un peu qu'est-ce qu'il a besoin d'utiliser pour le restant de la fonction. Donc, ça doit être fait dès le début. Fait que, on peut le voir un peu comme des importations de fonctionnalités dans nos components. Ça doit être fait avant le reste. Fait que le useState a deux éléments, la variable et la fonction de setter. On va avoir aussi une valeur initiale que je peux envoyer à la fonction. Puis à partir de là, on a notre variable storée, la possibilité de changer cette variable storée-là, puis la valeur initiale, c'est pas mal toutes les informations que j'ai besoin quand je travaille avec ça. Comme j'ai dit, on est capable d'avoir plus qu'une variable d'état en même temps. Donc ici, j'ai le next, OK, mais j'ai aussi la possibilité de faire un show details. Et quand je clique, ça apparaît. Quand je clique, ça disparaît. Donc, j'ai l'index qui me dicte il y en a combien. Mais j'ai aussi une version qui va utiliser les renderings conditionnels qu'on a vus pour décider est-ce que j'affiche ou pas le contenu de l'information. Puis là, le principe ici, c'est que quand je clique, ça apparaît puis disparaît. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Dans notre fonction de gestion, je le set, mais je fais l'inverse de ce qui était. Fait que je commençais à false, ça devient true, ça devient false, ça devient true, ça devient false, ça devient true, et ainsi de suite. Donc, on a ce principe-là d'être capable d'avoir plusieurs variables d'état, plusieurs state variables, tant qu'ils sont tous déclarés au début de mon component. Fait que, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? C'est que les variables d'état vont être locales au component où ils ont été déclarés. Fait que, ce que ça veut dire, ça, c'est que si ici, j'ai un exemple où j'ai une application, puis là, j'ai deux galleries, un à côté de l'autre. Et dans les galleries, j'ai tout le code que j'avais auparavant. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si le premier gallery, je clique sur le show details, lui, sa variable d'état de showMore a été mis à vrai, mais cette deuxième variable d'état-là de l'autre component, c'est comme les deux sont complètement isolés. OK? Ils sont capables de vivre de manière indépendante. Même principe, si je clique sur le next de 1, je peux voir que lui avance, mais l'autre a son propre index qui est propre à son gallery à lui. Donc, encore une fois, pour traiter du principe de components qui sont comme dans leur propre boîte que je peux réutiliser, sont complètement indépendants quand j'utilise du state. Je n'ai pas besoin de créer comme d'autres variables, ça les crée automatiquement avec l'utilisation du component. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que s'il fallait que moi je les déclare, là, il faudrait que ce soit déclaré pour comme chacun possiblement, que je sache il y en a combien, que je garde ça, c'est toutes des choses qui sont compliquées. Dernière chose à faire attention, c'est que quand on travaille avec ces deux éléments-là, la première ici, c'est la variable d'état, puis cette variable d'état-là, elle est en lecture seule. Je n'ai pas le droit de la modifier directement.
si je veux la modifier, il faut absolument que j'utilise la fonction de modification avec le setIndex. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Fait qu'encore une fois, on a le principe d'avoir différents petits éléments. Ici, on a... Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Hein, ici, fait que... On peut avoir des choses aussi qu'on essaie de taper des choses, puis ça marche pas. OK? Donc, ces challenges-là vont être importants pour être capable de faire le devoir. Donc, ne les skippez pas puis essayez de faire tout de suite le devoir. C'est les choses qui vont vous apprendre les minuties de la gestion de React. Fait que, on va aller voir nos 2 derniers sujets, un petit peu plus petits, puis c'est plus sur la conception de comprendre comment est-ce que ça fonctionne React. Donc là, ça va être moins de code, plus de compréhension. Fait que quand React travaille, avant que ça soit affiché dans le navigateur, il faut que React décide que ça vaut la peine qu'il soit affiché. Fait que de bien comprendre comment est-ce que ces éléments-là se passent va nous permettre d'éviter des problèmes ou de déboguer des problèmes quand ils arrivent. Donc, le principe, c'est que quand on travaille avec React, il y a 3 différentes étapes avant qu'on retrouve quelque chose sur notre écran. Okay? Puis on peut le voir un peu comme eux autres, ils prennent une référence sur une cuisine. Okay? Un restaurant, là, tu as une cuisine. Fait que la première chose, c'est la possibilité qu'on demande de faire un rafraîchissement. Fait qu'on a dit tantôt que, mettons que je load la page la première fois, il va y avoir un premier render, mais on a vu tantôt, il y a quelques instants, qu'avec les events, puis avec le state, on est capable de possiblement cliquer sur un bouton, puis que ça change quelque chose, puis qu'on dise « Hey, React, ce serait le fun si tu me recalculerais comment la page est supposée être affichée. » Puis, ça se peut que ces éléments-là ne se passent pas nécessairement de manière synchrone. Ce que ça veut dire, c'est que je peux avoir un trigger de quelque part, puis je vais avoir un autre trigger de quelque part, puis je vais avoir un autre trigger de quelque part, puis les 3 arrivent en même temps à la cuisine, puis ils n'ont pas été réglés, là. Ils sont juste tous arrivés. Fait que quand on a plein de moments de « Hey, je veux que tu me retravailles ça », React, lui, va faire la préparation de l'affichage. Donc, la préparation du render. Donc, c'est là qu'il va regarder c'est quoi les variables d'état, regarder c'est quoi construire l'élément qu'il y a besoin, qui va être inséré pour l'affichage. Puis, à la fin, une fois qu'il va avoir fini de préparer ça, il va dire, parfait, je vais déplacer ces renders-là, puis je vais les écrire dans le DOM, parce qu'on avait vu que le DOM, c'est la vérité, c'est ça qui est la représentation de la page. Donc, c'est à ce moment-là que ça apparaît. Fait que, on va regarder comment on est capable de générer les différents renders. Donc, il y a habituellement 2 raisons pourquoi un component va demander d'être affiché, d'être dessiné à sa création initiale. Puis quand un élément, quand le component ou un de ses parents, un de ses ancêtres, quelqu'un qui le contient, a demandé d'être mis à jour. Okay? Fait que quand l'application démarre, on va avoir ici un premier affichage qui est demandé. Donc ici, si mettons si on ne fait pas un premier render, ok, c'est juste ça apparaît pas, il n'y a rien qui se passe pantoute. Ok? Si on regarde ce principe-là, c'est que on a ici défini où c'est qu'on allait créer nos affaires, puis on a dit affiche-le. En passant, si on regarde, puis on revient à notre exemple. Donc nous, on avait notre app, on avait notre quote, on avait notre random quote, mais le app,
Hein? C'est juste notre app par défaut. En fait, ce qui génère la page, c'est dans notre main. Puis dans notre main, qu'est-ce qu'on a? On a le create route, okay, qui le place, puis on a justement la fonction render. Là. Donc, c'est ça qui nous dit que voici le premier render. C'est là qu'on commence à faire des choses. Fait que le premier coup, on peut comprendre, il est créé, il le fait, tout va bien. Fait que après ça, quand on va avoir une fonction qui utilise, un component qui utilise des états, puis qui utilise sa fonction de set, ben là, ça me permet de dire, OK, ben là, il s'est passé quelque chose, là. Il faut redessiner cette partie-là de notre application. Fait que quand on a cet élément-là, on envoie ça à React. React redessine, puis une fois qu'on a cette nouvelle version-là, on va pouvoir aller le porter puis être capable de rafficher la nouvelle version. Qu'est-ce qui est intéressant avec React, c'est que sur le premier render, il va aller tout afficher une première fois. Il n'y a pas le choix, hein? C'est pas un problème. Mais les fois subséquentes, chacune des... quand on demande de faire un rafraîchissement, il va juste faire le rafraîchissement où c'est qu'il y a besoin. Il ne va pas rafraîchir toute la page. C'est ça qui est intéressant avec React, qui me permet que ce soit une application qui est dynamique et efficace, c'est qu'il va juste aller changer la partie spécifique qu'il a besoin. Fait qu'ici, blablabla, ça c'est bon, ça c'est bon. Y a-t-il d'autres choses à dire par rapport à ça? Non, c'est pas mal ça pour l'instant. Fait qu'on va aller voir comment travailler avec les états. Ça vient faire des choses assez intéressantes par le fait que c'est pas quelque chose de synchrone nécessairement. OK? Fait que le principe, c'est que quand, bon, on prend un premier exemple, blablabla, donc si on regarde un peu le code ici, donc on a différentes fonctionnalités. Donc si on regarde, on a un formulaire. Bon, le formulaire sur le onSubmit, il va faire le prevent default parce qu'on se souvient que sur un formulaire, ça changerait la page, c'est pas quelque chose qu'on veut. On a ensuite un set is sent à true, puis un send message. Si je regarde set is sent, on a quelque chose qui est vrai ou faux, puis par défaut, il est à faux. Puis on a ensuite un send message qui va être quelque chose qui va être géré plus tard. On l'enverrait quelque part, on ferait quelque chose avec. Et que là, le principe, c'est que quand je clique sur Send, hein, ça dit Your message is on the way parce que je dis Set is sent, c'est à true. Puis là, le principe, c'est que j'ai mis un if. Si c'est envoyé, c'est ça. Sinon, je return l'autre affaire. Encore une fois, du conditionnel. Hein, fait que on peut comprendre le principe que je reset la chose. En ce moment, le is sent est à false. Fait que ça ne s'exécute pas. Ça exécute le formulaire. Ça me montre le formulaire. Quand je clique, ça envoie le is sent est changé. Ça change l'élément. Ça, c'est la partie d'état qu'on a vue. Puis, quand ça change, hein, ben c'est parce que React a envoyé une demande du re-render. Hein, fait que là, il a pu voir que ça a changé, que ça change le if, puis que ça retourne quelque chose de différent qui a été modifié. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un affichage, une demande de réaffichage, la demande est envoyée, puis quand la demande est traitée, c'est là qu'il va regarder qu'est-ce qui se passe. OK? C'est quoi qui se passait à ce moment-là.
et qui va décider qu'est-ce qu'il fait avec ça. Fait que quand React demande de rafraîchir un component, il va réexécuter la fonction, la fonction du component. Ça va avoir du JSX qui a été généré à ce moment-là. Puis après ça, un moment donné, il va prendre ce petit bout de code-là puis il va le mettre dans la page. Quand je dis un moment donné, là, on parle de millisecondes, là, mais quand il y a plusieurs événements qui arrivent en même temps, ça peut causer des problèmes. Fait que la problématique, c'est que quand je demande de faire un update, puis que cet élément-là est changé, ça peut l'envoyer au snapshot, mais ça va dépendre de à quel moment les choses vont avoir été faites. OK? C'est là qu'on va voir qu'il y a des pitfalls, il y a des embûches faciles qui peuvent être dans lesquelles on peut tomber. Fait qu'on a ici la représentation d'un gentil exemple. Un compteur. Okay? Donc, le plus classique des problématiques de React. Donc, j'ai un compteur. J'ai le useState, un number, un setNumber. J'ai le onClick. Puis le onClick, qu'est-ce qu'il fait? Il fait setNumber avec number plus 1. OK? Fait que le premier coup, c'est 0. Hein? Puis là, quand je clique sur plus 3, je m'attendrais à ce que ça fasse plus 3. Mais là, si je clique sur plus 3, ça me donne 1. Si je clique sur plus 3 encore, ça me donne 2. Puis si je clique sur plus 3 encore, ça me donne 3. Qu'est-ce qui se passe? Là, la problématique, c'est que lui, quand il fait cette number, là, c'est pas à ce moment-là précis qui va changer la valeur du number. Ça va être plus tard, quand il va comme faire le re-render puis qu'il va gérer ça. C'est des affaires qui sont envoyées pour être faites de manière asynchrone. Fait que à ce moment-là, hein, quand je commence ça, number, il est à 0. Fait que là, quand je fais number plus 1, il fait 0 plus 1. Fait qu'il envoie 1. Mais ça ne change pas tout de suite de number à ce moment-là. Fait que quand il arrive ici, puis là, il dit c'est quoi number? Number est encore à 0 à ce moment-là parce que l'incrémentation n'a pas encore été gérée. Fait que ça reste 0 plus 1. Fait que ça devient 1. Puis le troisième, ça fait encore 0 plus 1. Puis ça devient 1. Fait que là, plus tard, là, lui, il va recevoir, fais cette number pour que ça devienne 1. Fais cette number pour que ça devienne 1. Fais cette number pour que ça devienne 1. Puis il est comme, pas de trouble. J'ai les faites. J'ai 7 à 1. Puis là, ça rafraîchit. Puis là, à ce moment-là, il était à 1. Fait que là, quand je vais cliquer de nouveau sur le bouton, c'est là qu'il va tomber à 2, puis qu'il va tomber à 3. Fait qu'ici, c'est pour ça que quand on travaille avec le set, il faut faire attention. Puis quand on travaille avec les valeurs, il faut faire attention qu'il va y avoir comme une espèce de micro-délai à l'intérieur. Même si à l'œil, nous autres, on ne le voit pas, là, c'est fait de manière asynchrone, ces éléments-là. Fait que les changements sont seulement rapatriés pour le prochain affichage. Fait que ça, puis là, ça fait exactement ce que j'ai dit. OK? Fait que ça ne fonctionne pas. Ça fait 0 plus 1, 0 plus 1, 0 plus 1, 1 plus 1, plus 1, plus 1. Fait qu'il faut faire attention. Si on voulait faire ça, là, hein, si admettons ici, j'ai un exemple où c'est que je fais alert number plus 5. Si j'enlève l'alerte pour l'instant, quand je clique sur plus 5, je vois que ça fait plus 5. Parce que j'ai juste un set qui le fait incrémenter. Ça fonctionne. Mais autre problématique, si j'ai le set number, puis tout de suite après, je fais un alert de number. Fait que je le change, j'ai cliqué, mais il est encore à 0 à ce moment-là parce que je n'ai pas encore fait le rafraîchissement de mon component. Okay? Donc le set, il faut faire attention, c'est quelque chose qui se fait de manière asynchrone, c'est pas quelque chose qui se fait de manière instantanée. Donc
à ce moment-là, l'alerte était pas là, mais là, après ça, il rafraîchit, puis là, il est rendu à 5. Là, quand je reclique sur plus 5, ben là, le set number, j'envoie derrière 10, mais il n'est pas fait tout de suite. Fait que quand je fais alert, ça me donne le 5. Fait que, faut faire attention, OK, à ce genre de manipulation-là, parce que les états, hein, ça le dit, c'est des snapshots du moment où c'est que le component existe. C'est pas des choses qui sont synchrones. Question. Oui. Si je peux demander si je l'ai bien compris, ce qui Mhm. s'est passé, c'est parce que le set number était asynchrone, ça n'avait pas l'effet la première fois. Parce que alert, lui, il est synchrone, il force le render. Le principe, c'est que ici, ce qui se passe, c'est que ça va faire le premier coup, là, ça va faire donc 0 plus 5. Puis là, lui, il dit, ça dit aussi, fais un render. Mais le principe de faire cette demande-là, c'est pas une demande qui se fait immédiatement. Parce que pour que React soit aussi efficace qu'il veut, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait à toutes les genre 20 millisecondes. T'sais. Fait que ce changement-là arrive pas tout de suite. Il arrive très vite, mais pas immédiatement après l'instruction. Fait que là, quand j'arrive ici, puis je demande number, il est à combien? Ben, number, il est encore à 0. Parce que ce changement-là n'a pas encore été traité. OK. Puis là, comme 20 millisecondes plus tard, que pour nous, l'œil humain, on le voit pas vraiment. Hein? Donc, dès que je clique sur le OK, mais le premier coup, il est à 0. Là, puis même si je viens de faire le set number, donc le premier coup est à 0, quand je clique sur OK, 20 millisecondes plus tard, ben là, ça réaffiche. Là, à ce moment-là, si je reclique sur le 5, ben là, c'est rendu que ça fait 5 ici, 5 ici. Fait que là, ça fait un set number, puis ça l'envoie à 10. Mais quand je fais le alert, ça garde la valeur courante, qui est le 5. Si tu voulais que ça soit que ça affiche 10 avec le alert number, tu pourrais le mettre dans une fonction au début du composant, j'imagine, puis la fonction se fait re-renderer, puis quand tu l'appelles... Ou avoir une variable ça intermédiaire, marcherait. mettons. Fait qu'ici, je pourrais avoir ici... puis là, on va voir des manières de le faire aussi, là. OK? Mais une manière comme juste direct, je pourrais avoir ici number plus 5. Oups. Puis là, ce que je peux faire, c'est dire, je mets celui-là ici, celui-là ici. Puis là, ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, quand... Là, ici, attends, il faut juste le remettre correctement. À ce moment-là, il fait avec cette valeur-là intermédiaire qui, elle, a été modifiée immédiatement quand j'ai fait l'exécution. Donc, je peux utiliser des choses qui sont synchrones, qui sont instantanées. C'est juste que le set number, c'est pas instantané. Ça va se faire plus tard. Et on ne peut pas compter sur cette nouvelle valeur-là. Même, on va voir jusqu'où ça peut aller. Donc, on a des fonctions de set timeout, qui permet de créer une fonction qui utilise qui va déclencher une fonction plus tard dans le temps. Fait qu'ici, on a le alert, mais on dit que ce alert-là va arriver dans 3 secondes. Fait que quand je clique sur le 5, il apparaît, puis là, dans 3, 2, 1, j'ai l'alerte. Puis l'alerte reste 0, là. OK? Pourquoi? Parce que quand il a créé cette fonction-là, lui, il n'a pas gardé que c'est number que ça allait être. Là. Il a pris la valeur à ce moment-là, puis la valeur à ce moment-là, c'était encore 0. Fait qu'on a le même problème, même si on essaie de pousser dans le temps des informations. Fait que à l'intérieur de un render, à l'intérieur de une application, à l'intérieur de une exécution du component, je ne peux pas changer mon state. Okay? Même si j'utilise le set quelque chose, ça ne sera pas quelque chose qui va être changé. Okay? On va voir la semaine prochaine
qu'il existe des manières de contourner ce problème-là. OK? Mais pour l'instant, c'est comme une limitation que quand je fais un set, j'ai pas le droit de prendre pour acquis que cette variable-là est changée immédiatement. Puis j'ai pas le droit non plus de faire plusieurs sets à l'intérieur d'une même sans faire des choses funky. Excellent. Fait que ça fait le tour des choses que je voulais voir théoriquement avec vous aujourd'hui. Il va nous rester à regarder qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, évidemment, on a les 4 sections qu'on a vues aujourd'hui. Ils ont chacune des petits challenges. Là, ça va vraiment être important de les faire parce qu'après ça, on va avoir un exercice évalué à faire. Puis, il y a des choses qui sont à l'intérieur de ces challenges-là. Donc, allez les faire avec assiduité. Puis, ensuite, on va aller travailler sur... ici, on va revenir avec ça. Notre premier devoir. Fait que pour le premier devoir, on va utiliser une plateforme qui nous permet de créer puis de gérer des dépôts Git. Puis j'utilise une plateforme qui me permet de facilement voir vos différents dépôts. Donc, ça s'appelle GitHub Classroom. Donc, c'est un peu régi de manière facile et conviviale pour ne pas causer de problème. Ici, ça c'est bon. Ouais. Parfait. Fait que, on va aller regarder à quoi ça ressemble cette affaire-là. Fait que, moi, qu'est-ce qui arrive? On va le regarder ensemble. Quand je vous donne... Fait que je vais vous donner 2 liens aujourd'hui. Un lien pour un tutoriel qui démontre comment utiliser cet outil-là. Puis un autre qui va être celui pour le dépôt. Fait que ça va aussi faire un retour sur le cours asynchrone que vous avez donné la semaine passée. Fait que je le mets ici dans le chat. Fait que je vous donne un gentil lien. Je vais moi-même aller sur le lien pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer avec ça. Fait que quand tu vas sur le lien, ça te dit voici un projet que ton prof, moi, vous demande de faire. Fait que à ce point-là, en passant, il faut un compte sur GitHub. Fait que si vous n'avez pas de compte sur GitHub, vous pouvez en faire un, c'est gratuit, OK. Puis à partir de là, tu peux accept this assignment. Fait que là, à ce point-là, ça va créer la page pour être capable de faire ça. Ça prend quelques instants. Fait que après quelques instants, tu rafraîchis la page, puis ça va te donner une adresse à laquelle aller travailler puis faire ce que tu veux. Donc, je peux cliquer sur ce lien-là. Ouh! Es-tu correct? Oui, OK. Puis, ça te donne, OK, le dépôt qui a déjà été fait. Donc, ça a juste pris un instant, là. Fait que si tu suis ce premier lien-là, ça va te donner, OK, un rappel de qu'est-ce que tu es capable de faire pour travailler avec cet outil-là. OK? Donc, c'est... tu peux comme gosser là-dedans puis avoir du fun. OK? C'est juste pour voir comment ça fonctionne. Après ça, il va y avoir le dépôt pour le travail. Fait qu'on va aller regarder comment un peu setuper cet environnement-là pour être capable de bien travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ici, prendre le deuxième lien. Fait que un deuxième lien avec React ici. Attends, je vais juste voir. Je vais faire ça, right? Yep.
OK. Fait qu'on a ça. Ça, c'est bon. OK. On a le lien que je vais cliquer aussi de mon côté. Et là, je peux accepter l'assignment. Quelques instants de faire. On clique dessus. Et on a notre environnement à l'intérieur de ça. Fait que on a ici la possibilité de gérer l'environnement. Donc ici, c'est le même genre de page qu'on avait. C'est juste qu'ici, on a un but qui est un peu différent. Puis là, l'affaire, c'est que toi, tu vas devoir venir insérer du code à l'intérieur de ce dépôt-là. OK? Donc, pour être capable de faire ça, il va falloir aller chercher le code. OK? Donc, il y a différentes manières de faire, mais il y a des manières assez faciles puisqu'on a déjà Visual Studio Code, puis que c'est déjà intégré avec l'environnement. Donc, tu peux ici cliquer sur Open with Visual Studio, puis cela, je crois que oui. Ou est-ce que... Pas avec Visual Studio, moi je vais avec Visual Studio Code. Correct, on l'a quand même de l'autre bord. On va le faire avec l'autre bord. Ici. Ici, je vais fermer ça pour l'instant. OK. Je vais avoir... Je peux-tu montrer l'autre avant? Encore. OK. Fait que pour être capable d'aller chercher, on avait vu qu'on veut utiliser ce dépôt-là pour être capable de travailler avec. Donc, on a ici l'adresse qu'on va pouvoir utiliser quand on a besoin de cloner notre environnement. Si on retourne dans notre partie de code, je peux ici cloner le dépôt. OK? Ou sinon, ce que tu peux faire, quand tu essayes aussi, là, tu peux dire clone, git clone. Ça me permet de mettre l'adresse. Ou sinon, tu peux directement te loguer sur GitHub. Puis si tu te logs avec GitHub, il devrait être capable de te donner tous les différents noms des affaires auxquelles tu as accès. Donc, moi ici, je suis en train de faire React, devoir Hugo. Non, c'est Dolan. Quelque chose de même. Ouais. Fait que j'ai le dépôt ici qui est créé. Puis là, quand tu le sélectionnes, ici j'ai un pop-up, vous ne le voyez pas, mais j'ai une page où je vais mettre le dossier. Fait que moi, je vais aller le mettre dans mon dossier ici. Puis ça... Et ça... Ça me met un pop-up qui me demande mon password. Fait que je ne vous montrerai pas ça à vous. Alright, fait que là, ça l'a ouvert le dossier, qui a le contenu que moi, je recherche. Fait que là, ici, j'ai le même, j'ai mon fichier de quotes, j'ai le README, tout est bon dans le meilleur des mondes. Fait que là, moi, je vais vouloir être capable de construire mon application à l'intérieur de ça, puis je vais vouloir la renvoyer sur GitHub. Fait que pour être capable de faire la remise, là, ça va se faire tout par cette interface-là. Fait que on va vouloir recréer une nouvelle application. Fait que je peux recréer une nouvelle application. On se souvient qu'on voulait travailler avec vite. On peut se créer ici
dans notre terminal. On va ouvrir un terminal. On est déjà dans le bon dossier. Puis là, ici, je peux faire npm create vite at latest. Là, ici, je vais essayer de mettre un point pour dire... Là, ici, attends, on ne voit pas ce que je suis en train d'écrire. On va le mettre plus haut. Mettre un point pour dire que c'est le dossier courant. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas besoin de créer d'autres dossiers. Je ne sais pas s'il va me laisser, mais on va l'essayer. Et que j'essaye de faire ça dans React. Current is not empty. Je vais sauvegarder ces fichiers-là quelque part d'autre pendant un instant, juste parce qu'ils ne m'aiment pas sinon. Yes. OK. Fait qu'on a ici React, on est en JavaScript, puis là, ça crée les choses. Je peux remettre mes fichiers à l'intérieur de mon dossier. OK. Fait que là, après ça, j'ai dans mon dossier les différents éléments. Puis là, je peux commencer à faire mon devoir. Là. Fait que là, je peux faire mon npm install. Je peux faire mon npm run dev. Là, je peux aller dans ma source, aller dans mon app.jsx, puis commencer à faire des choses ici. Là. Fait que test. Wow, méga test. OK? Pour faire en sorte que ça l'upgrade, je peux le voir. OK, puis là, je peux travailler avec. Une fois que j'ai travaillé avec ça, là, je vais vouloir prendre toutes ces modifications-là, puis aller les mettre sur GitHub. Parce que le principe, c'est qu'en ce moment, mes changements sont locaux. Ils ne sont pas encore disponibles. Donc, si je rafraîchis cette page-là, qui est mon dépôt à moi, je n'ai pas de modification de fait à l'intérieur de ça. Donc, je vais vouloir aller ici, puis là, je peux utiliser soit les commandes de Git directement ici, comme vous avez vu, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser directement Visual Studio Code pour être capable de tout faire cette modification-là. Fait que ici, je peux faire un commit, puis je peux faire un commit and push qui va me permettre de tout envoyer sur le serveur de GitHub. Fait que ici, je peux faire création du squelette. Parce que là, je n'ai pas encore rien fait. Fait que je peux commit and push. Là, ça va me dire, hey, tu n'as pas mis de fichiers, tu veux-tu les mettre? Fait que là, je peux dire, oui, prends tous les fichiers, puis commence à le faire. Là, ça se peut que tu aies différentes petites problématiques. Des fois, ça va te dire, hey, tu n'as pas mis, tu es qui? Fait qu'il va falloir peut-être rouler des commandes si vous n'avez pas fait les tutoriels. Ça va être le genre de choses que ça se peut qui soient faites pour vous. Donc, je peux travailler avec ça. Donc, ici, je vais juste mettre ça de mon côté sans vous le montrer nécessairement. Puis j'en ai un autre qui était mon nom. OK. Fait que là, je reprends ça, je réessaye. Commit and push, création du squelette. Puis là, on peut voir ici que tout s'est bien passé. On n'a plus de rien à committer de différent. Puis si je retourne voir du côté du web, si je rafraîchis ma page, je peux voir que c'est maintenant le squelette avec les différentes informations à l'intérieur. OK? Puis j'ai même la modification que moi j'ai faite initialement. Fait que le but du devoir, c'est aussi de s'habituer avec ce genre de fonctionnement-là. Être certain qu'il n'y ait pas de problème avec la gestion d'un dépôt avec Git. Donc, évidemment, si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en jaser, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est ça, le but d'aujourd'hui, c'est de faire les différents challenges, puis d'être capable de créer l'application. C'est la même application avec les quotes qu'on a fait depuis des semaines. Vous pouvez commencer avec ce qu'on a fait. Mais là, je vais avoir un champ de CSV, OK? Fait qu'une boîte de texte.
qui va demander le nombre de citations à avoir. Fait que tu rentres 7, il va y avoir 7 citations. Tu rentres 5, il y a 5 citations. Tu rentres 12, il y a 12 citations. Donc, ça va rajouter le principe du state, le principe de saisie, le principe de gestion de saisie dans des boîtes de dialogue. C'est toutes des choses qu'on a vues aujourd'hui. Puis en bonus, vous pouvez aussi mettre un bouton qui va être un espèce de reset. Donc, qui va reset le nombre de citations qu'on a vues. Donc, ça, c'est si vous réussissez à faire ça rapidement, vous pouvez aller vers le bonus. Donc, pour le restant de la période d'aujourd'hui, on va travailler sur ce devoir-là. Donc, il était à remettre dans quelques semaines en même temps que le projet. Là, donc, on va en jaser la semaine prochaine de ces dates-là. Donc, c'est pas à remettre nécessairement aujourd'hui, mais je m'attends à ce que ça soit quand même bien entamé, sinon complété d'ici la semaine prochaine. Mais si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, c'est pas un problème. On peut jaser avec ça. Donc, ça ferait le tour de notre période magistrale ensemble. Donc, le restant de la période est pour travailler sur le devoir. Donc, encore une fois, je vais vous envoyer 2 liens qui permettent de se préparer avec GitHub puis GitHub Classroom, puis l'autre qui est pour le devoir dans lequel vous allez mettre votre dépôt qui est partagé automatiquement avec moi, pas avec personne d'autre, c'est privé, donc vous ne pouvez pas le partager avec d'autres mondes. Ça serait pas mal ça. Est-ce qu'on est bon pour aller travailler là-dessus? Thumbs up, thumbs sideways, thumbs up, thumbs up. Oui, ça marche. Excellent. Fait que comme d'habitude, je vais mettre la vidéo d'aujourd'hui, puis aussi l'autre partie de hier avant que mon courant coupe. Je vais stitcher les vidéos ensemble, puis on va regarder ça. Je vais mettre ça dans la playlist dans les prochaines minutes. Sinon, nous autres, on se revoit mardi, où c'est qu'on va pouvoir regarder le restant des éléments des états. Puis, on va pouvoir aussi commencer à parler du premier projet que je vous demande de faire, qui va être un projet qu'on passe plusieurs périodes à travailler dessus. C'est pas mal ça. Si vous avez des questions, je suis évidemment sur Teams. Sinon, bon travail et bonne fin de journée. Question à comprendre. Pardon? Est-ce qu'on a Merci, bonne journée. les corrigés qu'on a vus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir le code pour ça? Il est déjà, en fait, je l'avais déjà mis hier sur Teams. Ah, OK. Super. Merci. Excellent. J'ai une question, Hugo, peut-être en privé aussi, là. Moi, je travaille déjà sur GitHub parce que j'ai un contrat, là, le site web en Next.js. Puis j'ai déjà mon répertoire, ça dérangera pas mon compte que j'accepte GitHub Classroom? Ou... Non, c'est vraiment juste que tu rentres dans comme l'organisation qui est comme mon organisation du cours, mais ça ne change rien de ton compte personnel, ça ne le transforme pas, c'est pas comme ça ne devient pas comme un tag étudiant ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment juste que ça génère automatiquement le dépôt puis que ça nous partage le dépôt ensemble. C'est juste en fait des options automatisées pour aider à l'enseignement puis le partage de dépôt privé avec un correcteur ou un enseignant. OK, ça change pas ça change pas ton compte, là. Mon compte, c'est parfait. Fait que là, ça a créé ma branch automatiquement, c'est ça que je comprends? Oui, exactement. Ça crée le dépôt, ça crée... C'est ça, ça copie aussi comme mon dépôt initial du devoir. Tout ça de manière automatique. Fait que là, tu es rendu à comme cloner ça localement, faire des modifications, puis les pusher par la suite. OK. Puis juste, moi, j'ai cliqué sur le deuxième. Le premier, ça va être... Le premier, c'est comme pour fuck around. Tu n'as pas besoin de cliquer sur le premier si tu es déjà versatile avec Git et GitHub. Oui, OK, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous.